Allez, on est good, on est en place. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Salut Stéphane. Salut Arnaud. Bienvenue dans le podcast Comment lever des fonds avec sa startup. Je t'avoue que je me sens un peu comme un imposteur à te dire ça parce que en fait c'est toi qui devrais animer ce podcast vu ce que tu as créé. S'il te plaît, ne me le pique pas. Ou alors tu crées un autre format. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur de OpenVC. Moi, je le Mhm. décris comme le LinkedIn pour lever des fonds directement auprès d'investisseurs, le réseau le réseau social le plus qualifié et le CRM pour lever des fonds auprès d'investisseurs quand tu es entrepreneur. Comment est-ce que tu le définis, toi? C'est une très bonne définition. Il y a un vrai côté communauté, puisqu'en fait, on a des entrepreneurs et des investisseurs qui s'inscrivent sur la plateforme et qui disent ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils veulent faire. Et le côté qualifié ou qualitatif, c'est ce que nous, c'est notre travail, c'est qu'on on, on essaie de filtrer les interactions entre les deux, s'assurer que c'est toujours de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de spam. Et donc, les deux mises ensemble, ça fait voilà, effectivement un réseau ouvert. Nous, on a bien parlé d'open platform, une plateforme ouverte qui permet aux entrepreneurs et aux investisseurs de se trouver mutuellement. Comment ça a démarré cette idée là? Je vois que ça fait sur LinkedIn 3 ans et demi là que t'as lancé Ouais, OpenVC, peut-être un peu plus parce que ouais. généralement on... Ah non, alors là, pour le coup, c'est vraiment 3 ans et demi, tout compris. En fait, on a lancé ça donc il y a un peu plus de 3 ans avec mon associé, Lucas. On est deux sur OpenVC. Donc lui, c'est le tech muscle et moi, je fais tout le reste. Et au départ, c'était un side project. Donc, on a lancé ça il y a 3 ans. On avait fait une base Airtable d'investisseurs qu'on avait un peu nettoyé, qu'on voulait rendre collaborative. En fait, Je l'ouvrir à crois que tout le monde. je l'ai vu passer Ouais, cette base Airtable, elle me dit quelque chose. voilà. C'était ça. Donc, au début, OpenVC, c'était une base Airtable. Et on sait comment est-ce qu'on peut la rendre interactive pour que chacun puisse contribuer. Donc, Lucas, mon associé, a construit un petit front par-dessus pour que les gens puissent interagir. Puisqu'à l'époque, Softer n'existait pas, Stacker n'existait pas, il n'y avait pas tous ces outils-là. Donc, il fallait faire old school. On a lancé ça sur Product Hunt. Donc, c'était un week-end. Hein. Il est venu de Lille, il a dormi chez moi, dans le salon. On a fait ça, on a lancé un week-end. C'est un marché du feu. Et à partir de là, pendant 2 ans, on a développé OpenVC en side project. Donc pendant 2 ans, on bossait dessus les soirs et les week-ends. Hein, on faisait du conseil à côté. Et puis il y a un an, on s'est mis à temps plein sur OpenVC parce que c'est bon, on a trouvé le modèle, ça fonctionne. Donc voilà. Donc 3 years in the making, mais un an vraiment sérieusement à temps plein. Ok, et quand vous l'avez lancé, c'était quand vous avez eu cette idée-là et maintenant, qu'est-ce qui a changé entre les deux projets, dans la vision, dans l'ambition de ce que vous vouliez faire? Oh, il y a plein de choses. Alors, première chose, c'est que le produit est beaucoup plus mature. On s'est rendu compte que quand tu jettes une base de données d'investisseurs dans la nature, tu deviens une usine à spam. Donc le Ah ouais, truc qu'on a mis très vite en place, oui, forcément. Le c'est truc horrible qu'on a ça. mis très vite en place, c'est notre système de screening. Donc ça, c'était vraiment un avant et un après pour le produit. Ensuite, on s'est rendu compte que si tu screens les gens, il y a beaucoup de founders qui n'ont jamais levé des fonds avant, ils savent pas comment faire. Donc il y a des podcasts pour les aider. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'on produise des playbooks, qu'on produise des tutorials, des guidelines, et en fait beaucoup de contenu qui est venu s'agréger autour d'OpenVC. Donc au début, on avait cette plateforme logicielle et on a construit plein de contenus autour sur comment tu calcules ta valo, comment tu crées un pitch deck, toutes ces questions-là que les entrepreneurs se posent tout le temps, et on essaie de leur donner des réponses vraiment pragmatiques, step 1, step 2, step 3, pour les accompagner dans ce cheminement. Parce qu'en fait, sur 100 entrepreneurs, il y en a 99 qui ne lèveront pas. C'est comme ça. Mais tu peux les aider à apprendre dans ce parcours, et s'ils ne lèvent pas aujourd'hui, ils lèveront peut-être demain. Du coup, pourquoi c'était important de les aider à apprendre à lever? Tu avais les investisseurs sur la plateforme qui vous contactaient en râlant ou pourquoi est-ce que tu t'es dit, parce que si tu as des mecs qui viennent et tu vois, genre c'est, tu vois, enfin, j'allais dire une bêtise, McDonald's n'a pas intérêt à ce qu'on fasse du sport, tu vois. Donc, Euh, ben, je pense que, alors pour nous, c'était une évidence. Je suis désolé, c'est une réponse un peu bateau. non, mais c'est pour Mais comprendre. pour nous, c'était une évidence. On construisait, dès le départ, c'est un produit qui est, on va dire, community driven, et
on était vraiment dans cette démarche d'aider, de donner aux entrepreneurs et à la communauté. Et donc pour nous, c'était une évidence que si tu as une personne qui sait faire et 99 qui ne savent pas, il faut qu'on puisse aider ces gens-là aussi. Et puis ça sert notre marque, ça sert notre produit, ça sert notre audience. Donc c'était, en fait, on n'avait pas de vision. Alors ça, c'est un truc aussi. On n'a pas démarré avec une vision claire de ce qu'on voulait faire. C'était un side project. On s'est jamais dit qu'on allait se mettre à temps plein dessus il y a 3 ans, pour être très clair. Ça C'est s'est juste fait de vu façon que très organique. Et on dit, tiens, ça va pas, on va construire ça, on nous le demande, on construit la feature. Et de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais c'était tout simplement en réponse à, effectivement, à des demandes, en fait, à chaque fois, en fait, très simplement, à chaque fois, les founders m'envoyaient un email en me disant comment je fais ça. Au lieu de leur répondre dans l'email, je faisais un blog post. Et c'est comme ça qu'on a construit notre base de contenu, quoi. Ok. Un des trucs, moi, qui m'impressionne le plus aujourd'hui avec OpenVC, c'est, je t'ai vu là sur LinkedIn mettre depuis quelques temps, cette semaine, on a 10, 20 nouveaux investisseurs très malins qui ont créé leur profil et ont rejoint OpenVC. Euh, Moi, je trouve ça impressionnant parce que, comme tu dis, tu es passé d'une base qui est un spam dans leur Gmail ou dans leur Outlook à une référence où ils s'inscrivent d'eux-mêmes, tu vois, et donc où ils ont envie. Donc, tu disais, la première chose, c'est que tu as mis un énorme filtre pour que les founders puissent contacter les VC. Mais comment tu es arrivé à... C'était quoi les étapes pour faire en sorte d'avoir cette confiance comme ça, tu vois, des investisseurs qui petit à petit s'inscrivent d'eux-mêmes sur la plateforme? Il y a eu 3 étapes. Alors ça, c'est une histoire que je raconte souvent. Il y a eu 3 étapes. La première, ça a été quand on a lancé OpenVC. On était personne nous connaissait. On avait 0 follower nulle part. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à la main, on a ajouté plein de fonds avec leur logo, leur nom, leur email. Enfin, leur email, leur adresse, leur site web. Sans leur demander. Non, sans leur demander. Je recevais 2-3 fois par semaine des emails énervés. Alors, soit du partner, soit même c'était souvent les pires, des head of marketing, head of brand du fond, tu vois, en disant ce que vous avez mis est faux, le logo n'est pas à jour, la thèse n'est pas correcte. Désolé, voici le lien, vous pouvez claim the profile et puis le mettre à jour vous-même. Donc la première étape, en fait, c'était de faire un peu de la psychologie inversée, où tu mets des infos dont tu sais qu'elles sont 70% correctes, 30% fausses, ça les fait réagir, ça les fait tiquer, et du coup ils viennent pour corriger le truc. Au début, ils viennent pas contents, et puis finalement, ils sont contents. Et comme ça, tu les onboard. Étape 2, c'est le côté moutonnier. C'est-à-dire que quand, alors je vais pas donner de nom, mais le fond 1 voit que son collègue du fond 2 est sur OpenVC, il se dit, je vais y être aussi. Il sait pas pourquoi. Mais une fois, il y en a un qui m'a dit, c'est de l'hygiène. C'est une sorte d'hygiène. C'est-à-dire que si la marque du collègue est là, la mienne doit être là aussi. Et ça s'entend tout à fait. Donc ça a été l'étape 2, et on est encore là-dedans. C'est-à-dire que beaucoup de fonds, en fait, ils voient juste que les gens sont sur OpenSea, donc ils veulent en être, sans forcément savoir quoi on attend. Et la troisième étape, là, pour le coup, c'est ceux qui sont sur OpenSea, qui reçoivent du deal flow, ils voient que c'est qualifié, et ils voient qu'en fait, on est probablement un des seuls channels de deal flow où tu vas pouvoir t'ouvrir à l'inbound et dire, voilà, je vais accepter de recevoir du cold email, quoi. Sans te faire spammer, en protégeant ton adresse mail, en ayant que des trucs filtrés. Tu vas jamais recevoir plus de 2 deals par semaine. Et ça, en fait, c'est une expérience un peu unique pour un investisseur. Il n'y a pas vraiment de produit comparable. Et on a beaucoup d'investisseurs qui me disent, en fait, je suis très très content parce que la value prop, elle est là, quoi. Et donc souvent, ils viennent pour le côté de la marque, et puis ils restent pour le deal flow. Quand tu dis plus de 2 deals par semaine, pourquoi pas 3, pourquoi pas 10, pourquoi pas par mois? On teste des choses. Donc peut-être que ça va changer. Aujourd'hui, on est à 2 par semaine. On a un certain volume de... On n'est pas un marketplace stricto sensu, mais on a des dynamiques similaires. Donc on a une offre, une demande, et on s'assure qu'il y ait toujours un équilibre entre les deux. Donc aujourd'hui, à 2 par semaine, les deux sides sont contents, et on voit dans les chiffres que c'est un bon équilibre. Ok.
Et c'est quoi les chiffres aujourd'hui là? On est en avril 2024. C'est quoi les Mhm. chiffres de la plateforme? Il y a combien, j'imagine tu as des investisseurs sur tout le continent, et il y en a combien de profils, de vrais profils, pas ceux que tu as mis toi, mais tu vois, qui sont claim, comme tu dis? Ouais, alors c'est ce qu'on appelle des profils vérifiés. Donc tu peux filtrer sur OpenVC. Je crois qu'on va en avoir 2000. Tu peux Ok. filtrer, tu peux voir. On doit être à 2000. Et Et côté founders, c'est un flux. Parce que, en fait, un deal startup, c'est un produit qui périme vite. Donc, on est là en mars, on devait être à, je pense, 1200 deals sur le mois de mars. Donc, nouvelles startups, nouveaux deals qui sont ajoutés. Tous ne vont pas 1200. lever, bien sûr. Tous ne vont pas lever. Mais c'est le flux. Mais après, là-dedans, tu as à peu près, alors comme je sais que tu aimes bien les chiffres, tu as à peu près 40% US, 40% Europe de l'Ouest, donc France, Allemagne, UK, tout ça, Le et deal de 20% startup ou le deal flow startup côté ou startup, les investissements? côté startup, Côté startup. côté startup. 40 Ouais. US, 30. 40% US, enfin 40% Amérique du Nord, 40% Europe de l'Ouest, et 20% Rest of World, quoi. Ok. Et côté VC, c'est à peu près pareil, c'est à peu près comparable. Il y a, enfin, Ok. je veux dire, de façon écrasante, les US, c'est la mecque hein, pour tout ce qui est venture. Est-ce que tu sais pourquoi le marché des US est beaucoup plus dynamique que le nôtre en Europe sur les levées de fonds? Il y a plein d'explications. Je ne sais pas laquelle est la bonne ou si c'est multifactoriel. Il y a un aspect culturel. Et les Français, par exemple, aiment bien investir dans la pierre. On est big sur le real estate. Les Américains, ben, leur retraite, c'est beaucoup dans les marchés. Donc, tu peux avoir des marchés publics, mais aussi des marchés privés. Donc, des startups, quoi, du venture. Donc, il y a vraiment ce côté où, en fait, eux sont à l'aise avec le côté actionnarial. Alors que nous, en France, on est plus dans, tu sais, c'est quoi la phrase la terre qui ne ment pas, je sais plus de qui c'est. Mais voilà, tu as ce côté, je pense que c'est Valeur très sûre. européen. Pardon? Valeur sûre, quoi. Ouais, voilà, il y a un côté comme ça. Il y a certainement, après, il y a des raisons de taille de marché. Tu as un marché unique, entre guillemets, aux US, qui est beaucoup plus large que les différents marchés fragmentés en Europe. Donc, tu as un potentiel, une profondeur de marché plus importante. Donc, si c'est successful, c'est très successful et les returns sont plus intéressants qu'en Europe. Mais franchement, la vraie explication, je l'ai pas. Il y en a certainement une. C'est pas moi qui vais te la donner. Non, mais c'est intéressant déjà cette explication, ça permet de comprendre aussi les dynamiques. La dernière fois, on entendait un chiffre, c'était avec Gabriel Jarrosson de Lobster Capital. Il nous disait que il y avait, alors je vais dire une connerie, mais je crois que c'est les gens ils me corrigeront en commentaire parce qu'il y a l'épisode de ceux qui l'ont écouté, mais ou allez l'écouter pour vérifier le chiffre et me dire si j'ai dit une bêtise, mais je crois qu'il y avait 5 entreprises par semaine qui faisaient une entrée en bourse aux États-Unis versus 5 par an ou une tous les 5 ans en Europe ou en France. En France, Ouais. pas en Europe, en France. Et du coup, comme tu dis, en fait, c'est parce que aussi et du coup, c'est rigolo de voir ce cercle-là. En fait, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font de leurs économies? Comment est-ce qu'ils investissent leur argent? Hmm. En France, en tout cas, c'est la pierre. Donc, on achète des maisons. Donc, c'est pas le marché immobilier. Donc, en fait, Par ils mettent exemple. pas ça dans la bourse. Donc, il n'y a pas très peu. Et donc, en fait, c'est ça qui fait que du coup, comme c'est très difficile d'accéder au sommet parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Alors qu'aux Hmm. États-Unis, c'est très Ouais. facile d'accéder à la bourse parce qu'il y Ouais. a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ou alors, au lieu de penser en termes de sommet, tu peux aussi penser en inversant, en termes de, tu sais, de funnel, je sais pas comment on dit en français, Tunnel de conversion. ouais, d'entonnoir, quoi. Et c'est un entonnoir, et il faut qu'il y ait des exits à la fin, en bas. Donc, soit des IPO, mais aussi des acquisitions, hein. Et les boîtes européennes ne sont pas très agressives là-dessus, tu vois. Parce que, mais c'est aussi le serpent qui se mord la queue, parce que on n'a pas des Google, on n'a pas des Microsoft qui ont l'envie et la capacité de sortir le carnet de chèques et de racheter plein de startups. Et donc, t'as pas la sortie du tunnel, t'as pas la sortie du labyrinthe, qui va générer des returns qui vont du coup motiver les VC à investir plus. Mais aussi, ça repart par un autre côté, c'est que quand t'as, je sais pas moi, Alibaba en Chine qui rentre en bourse, ça fait je sais plus combien, 10 milliardaires et 1000 millionnaires d'un jour à l'autre. C'est des gens qui vont devenir des petits investisseurs, qui vont devenir des angels ou retourner devenir des entrepreneurs.
et qui vont réalimenter aussi le top of funnel. Donc tu as vraiment ce côté-là où c'est l'écosystème qui est encore en train de se construire quelque part. On est encore en train de construire, on a encore des pièces manquantes, quoi. C'est fou de se dire que pour que plus de startups lèvent des fonds, finalement, il faudrait que tout le monde se mette à investir en bourse parce que du coup, comme tu dis, l'entonnoir, il serait plus grand, donc il y aurait plus Hmm. et ça brasserait. Ouais. Oui, aussi que du coup, nos grosses boîtes, tu vois, des stratégies M&A beaucoup plus agressives et du coup, ça nourrit tout un écosystème. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui viennent chercher des fonds, donc tu dis c'est un produit, j'aime bien que tu dis c'est un produit périssable. Parce qu'en fait, c'est vrai que les investisseurs, eux, ils sont là sur le long terme, hein. Quand tu montes un fonds, tu es parti pour 5 à 10 ans avant de fermer ton fonds. Donc, toi, tu as le temps et tu vois passer la vague de tous les gens qui veulent lever des fonds. C'est quoi à peu près les tranches de levée de fonds que tu reçois le plus? Est-ce que c'est les premières ou est-ce qu'on commence à aller déjà vers les séries A, B, C? Les premières. Sur OpenVC, c'est du early. Donc ça va être du angel round à Series A. On a un petit peu de B, un petit peu de C, mais c'est très occasionnel. Après, c'est aussi tout simplement les volumes, hein. Il y a peu de C round en général, donc il y en aura encore moins sur OpenVC. Mais c'est aussi juste les dynamiques de ces levées-là. Quand tu es en B ou en C, tu travailles avec un leveur de fonds. Tu as un CFO, il va travailler avec son réseau. Il va pas aller sur OpenVC, c'est normal. Parce que de toute façon, il y a quoi? Il y a 50 fonds qui savent faire ce que tu as besoin de faire. Et quand tu lèves un angel round, il y a peut-être 400 fonds pertinents et 4000 angels, tu vois. Et là, OpenVC est pertinent parce qu'il y a un volume, une atomisation et une obscurité, je ne sais pas comment dire, qui sont assez importantes pour que ça justifie d'utiliser un outil comme OpenVC. Donc je pense que c'est là qu'on est très pertinent, c'est aller chercher la longue traîne du venture capital. T'as pas besoin de nous pour trouver Sequoia, t'as pas besoin de nous pour trouver Andreessen Horowitz, ou en France, Serena et Laia, c'est des Les gros. Partech. Ouais, voilà. Mais par contre, pour trouver Francis Santora, l'angel dans le New Jersey, qui est à fond sur un type de startup, qui est exactement le tien, qui met des chèques de 10 ou 20K très facilement et qui va vraiment créer de la valeur, ça, tu le trouveras sur OpenVC et nulle part ailleurs. Je cite Francis parce qu'il a investi dans une startup d'OpenVC il y a 2 semaines. Donc, coucou Francis. Salut Francis. Mais il parle pas français, il nous comprendra. Non, mais j'ai enverré un short sous-titré, ça lui fera plaisir. Tu m'as fait perdre ma question, du coup tu m'as fait rigoler. Non, mais du coup, comme tu parles avec beaucoup d'investisseurs, Angel aussi, ça c'est Mhm. ça c'est un truc qui m'intéresse. J'en suis un aussi. J'ai mis 3 tickets là. J'ai commencé ma toute petite carrière. Je mets des tout petits tickets, tu vois, pour tester. Et je suis rentré dans un club aussi parce que tu vois, un peu comme les investisseurs qui viennent chez toi, je considère pas que je suis assez bon pour choisir. Tu vois, Ok. si jamais j'étais pas passé par ce club, j'aurais mis mon argent dans tous les projets que je croisais. J'ai reçu plein de decks à un moment donné quand j'ai commencé à dire sur LinkedIn que j'avais envie d'investir dans des boîtes. Et en fait, tu as envie d'investir dans tout, quoi. Parce qu'il y a trop de chaque projet, tu vois un potentiel, t'es trop Ouais. un peu comme un boulimique, tu vois, dans un supermarché. Tu vois, tu te dis putain, mais ça va être génial, ça va marcher, etc. Les business angels que tu vois arriver ou même les investisseurs un peu plus pros, c'est quoi leurs critères d'investissement dont on parle pas forcément, tu sais, parce que oui, il faut un marché, ok, t'écris ton deck pour expliquer ton BP, machin, etc. Mais c'est très impersonnel finalement les informations que tu leur envoies, tu vois, via OpenVC, Ouais. alors que la plupart du temps, j'entends souvent dire que c'est les fondateurs qui font la différence. Ouais. Ah oui. Moi, je Comment pense tu fais qu'il y pour a. transmettre ça, tu vois, sans Ouais. perdre de... C'est compliqué comme question parce que on pourrait y passer 2 heures, hein, juste là-dessus. Sur comment tu screens, comment tu investis, c'est quoi ton framework. Les choses qui reviennent, c'est l'attraction. Bon, bah, ça, c'est facile, c'est mesurable. Donc, ouais, tu grossis de 40% en month over month. OK. Pour du SaaS, on sait mesurer. Il y a un playbook, en fait. Donc, c'est facile. Tu as la hype. Est-ce que tu es sur un marché qui est chaud en ce moment? Par exemple, en ce moment, c'est l'AI. À un moment, c'était le Web3.
Maintenant, c'est plus du tout le cas. À un moment, c'était l'IoT. À un moment, c'était social media. À un moment, c'était la tech. Là, je remonte dans les années 2010-2015. Donc, il y a la hype. C'est aussi un angle. Tu vas avoir la team. Et alors là, dans la team, tu vas avoir plein d'aspects différents. Moi, ce que je vois toujours, c'est ce qu'on dit, hein, c'est sur OpenVC, c'est quand tu reach out. Désolé pour le franglais, hein, mais Aucun souci. je parle j'ai peu l'occasion de parler français. Quand tu vas contacter des investisseurs sur OpenVC, on conseille toujours de mettre ton signal le plus fort dans le sujet de l'email. Donc ça va être soit ta traction, soit est-ce que tu as déjà du funding secured, c'est-à-dire si tu as déjà 50% du round qui est sécurisé, tu le dis, parce que ça, c'est les gens adorent suivre, hein, ça c'est pas nouveau. Et le dernier point, c'est la team. Et qu'est-ce qui est bon dans une team? Exited Founders, tu as déjà monté une boîte que tu as déjà revendue, tu vois, ça forcément, ça veut dire Exit Founders 8 figures, Exit Founder 9 figures, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, ça, c'est pour qu'ils ouvrent l'email et pour qu'ils te donnent 30 secondes d'attention. Ils vont pas investir pour ça. Mais au moins, tu surnages dans tous les, tu vois, tous les trucs très moyens, tu surnages. Et après, moi, ce que je constate qui est peut-être moins évident, parce que tu me demandais des choses un peu moins évidentes, en fait, c'est est-ce que l'investisseur en face, il connaît, il comprend déjà le problème avant que tu lui en parles. Ce que je constate, c'est que si tu as besoin d'expliquer le problème, c'est déjà mort. Tu vas pas éduquer l'investisseur sur le marché, l'industrie, le problème, et après lui expliquer que c'est toi la solution. Il y a une distance à parcourir mentale qui est trop grande. Tu veux trouver des gens qui comprennent déjà le problème. Par exemple, toi, Arnaud, en fonction de ce que tu as fait par le passé, il y a des industries que tu comprends bien. Et si moi, je viens de pitcher une solution pour une industrie dans laquelle tu as bossé, dont tu comprends les enjeux, et en plus, je dis, ah ouais, mais en plus, je pourrais l'introduire à machin au truc avec qui j'avais bossé il y a 2 ans, et je vois même je peux même faire des propositions sur le produit en tant qu'angel, c'est excitant. Parce que tout d'un coup, tu te projettes, et tout d'un coup, ça a du sens pour toi. Et un des défauts, un truc que les founders ne comprennent pas, en fait, ils comprennent pas ça, c'est que ça sert à rien d'aller parler à 200, 300 investisseurs. Il faut arriver à trouver ton job en tant que CEO, c'est trouver les 10, 20, 30 qui comprennent ce que tu fais. Et là, c'est des conversations qui n'ont plus rien à voir. C'est des conversations qui c'est le jour et la nuit. Et malheureusement, si tu fais du spam, tu vas jamais arriver à ce niveau-là. Parce que ça exige du coup que tu fasses beaucoup de travail en amont pour filtrer, rechercher l'investisseur, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il était dans des podcasts, est-ce qu'il a écrit des trucs sur Medium, voilà, comprendre son environnement, son univers, son background pour être pertinent et dire ok, lui, c'est un bon investisseur pour moi. Ça, c'est fantastique avec les angels en particulier parce que ils peuvent apporter beaucoup de valeur, comprendre ce que tu fais. Mais voilà, c'est du travail. Ouais, c'est Jérémy Goyot, il nous en parlait aussi. Il nous racontait sur sa levée de fonds qu'il avait fait un rendez-vous avec un mec qui avait, en fait, qui connaissait pas son marché, qui comprenait rien, et il s'est dit, mais en fait, je nous ai fait perdre à tous les deux 1 heure parce que, comme tu dis, le gap mental, il est trop loin. Je me souviens, moi, pour ma startup précédente, aller pitcher des gens qui connaissaient pas l'industrie, euh, qui connaissaient rien aux usines, et j'étais obligé de faire des métaphores. Ouais. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous à faire des métaphores sur des voitures ou je sais pas quoi pour essayer de leur expliquer comment ça marche une usine, quoi. Et ouais, c'est peut-être la règle la plus obvious, mais celle qu'on ignore le plus, en fait, parce que malheureusement, il y a pas aujourd'hui, tu vois, moi, je me mets à la place des fondateurs qui font ça. Moi, je sais pourquoi j'ai fait ça à un moment donné. Je sais pourquoi je le ferai plus aussi, mais en fait, tu sais pas où trouver l'information. C'est compliqué et puis tu dois chercher tous les profils. Merci OpenVC, t'as bien raison. Non, mais c'est cool qu'il y ait de plus en plus d'initiatives comme la tienne, tu vois. Mais tu vois, il y a 5 ans, j'aurais dit ça à quelqu'un, il m'aurait dit ouais, mais du coup, sans réseau, comment tu veux savoir, en fait? C'est là aussi que les leveurs de fonds, le réseau, avoir un bon CFO c'est ça qui t'aide à trouver. C'est un conseil que je donne souvent d'ailleurs maintenant, tu vois, aux entrepreneurs qui m'appellent quand ils cherchent à lever des fonds. Je leur dis, là, tu fais pas d'argent. Tu as très peu de clients, tu es sur un début. Soit c'est quelqu'un qui t'aime et qui te connaît par cœur et il croit en toi. Soit c'est quelqu'un qui connaît le marché super bien, qui a peut-être déjà monté une boîte là-dedans et peut-être qu'il va prendre le risque, mais sans te connaître, ça va être compliqué pour lui quand même parce qu'il te connaît pas, quoi. Et finalement, en fait,
si jamais tu veux commencer à monter des fonds, il faut créer un réseau tellement tôt, en fait. C'est ça. parce que tu vois, ça, c'est un chiffre que je sais pas si tu l'as, mais les gens que tu mets en contact, ils se connaissent vraiment pas combien de fois, tu vois, genre, est-ce qu'ils se connaissaient pas déjà avant OpenVC ou est-ce qu'ils ont des réseaux en commun? Parce que Parfois, il y en a. Parfois, il y en a. C'est marrant. On a un système sur OpenVC qui permet de préserver l'anonymat du founder. Donc, si un investisseur veut contacter un founder sur OpenVC, il peut. Il envoie une requête sur la base de filtres et de critères. Et le founder peut choisir de rejeter l'investisseur et rester anonyme, ou bien se dire, OK, je prends le call, ça m'intéresse. Et là, on révèle les identités des deux côtés. Et parfois, en fait, on fait ça, et à ce moment-là, ah, mais en fait, on parle déjà ensemble. Ce qui est une bonne chose. Ça montre que, bah, du coup, on a vraiment trouvé tu vois, les bons fits des deux côtés. Après, il y a aussi un peu un truc en creux dans ce que tu dis, qui est désagréable à dire, mais c'est la vérité. C'est que lever des fonds pour ta startup, c'est pas un sport de débutant. C'est pas un truc démocratique. Et t'es censé arriver avec un réseau. Je te donne un exemple. Tu veux faire une startup, je sais pas, en biotech, dans la génomique, j'en sais rien. Et ben, si t'es complètement un étranger à l'industrie, un étranger au marché, et que t'arrives et tu connais personne, mais en fait, t'es pas le bon founder pour ça, tout simplement. Tu te lèves pas un jour et tu dis, ah bah, je vais faire un truc dans un marché complètement nouveau où personne me connaît, je ne connais personne, mais parce que c'est moi et j'ai un ego surdimensionné, ça va le faire. Ben non. T'es censé arriver, t'es censé avoir fait 10 ans dans l'industrie, t'es censé connaître les gens, connaître le problème, les gens te connaissent, et du coup, t'es pas hors sol. Et donc, quand tu cherches à lever, tu connais les gens en fait, parce que ça fait 10 ans que tu bosses sur le problème. ou Et parce que tu as rempli les critères qui font que les gens te cherchent. Ce truc médical, je trouve que c'est une bonne comparaison. J'ai mangé avec un investisseur il y a pas longtemps là, qui est leveur de fonds, pardon, qui me disait qu'il était en train de se spécialiser dans les biotech parce que c'est hyper facile pour eux à repérer. Deux docteurs qui ont fait une thèse ensemble et qui sont en train de monter un projet. Souvent c'est du médical, des fois c'est du militaire, et du coup, derrière le réseau d'investisseurs, il est hyper simple, et comme tu dis, bah, petit à petit, ce réseau, t'es même là sur un niveau où les investisseurs te cherchent, ils t'attendent. oui. Alors, ouais, en plus, sur tout ce qui est deep tech, hard tech, biotech, c'est vraiment particulier parce que on connaît ton travail avant de te connaître. Il y a des patents, il y a des publications. Moi, sur un sujet sur lequel j'avais travaillé dans une précédente vie, nanomagnétisme, il y a 5 labos dans le monde qui travaillent sur le sujet comme ça. Bah, ils se connaissent tous. Et les investisseurs qui investissent là-dedans, il y en a, je sais pas, 30 ou 40 dans le monde. Bah, ils connaissent les labos et tout le monde se connaît. Et donc, en fait, c'est pas vu de l'extérieur, ça peut être perçu comme une forme d'élitisme, ou ça peut être perçu comme une forme de, je sais pas comment dire, tu sais, de rejet, de non-inclusive, tu vois. C'est exclusif, tu vois, c'est comme un groupe fermé. Mais en fait, c'est parce que pour être dans ce groupe, ça veut dire que tu as passé du temps dans ce milieu-là, tu as fait des choses et tu es reconnu. Et c'est pour ça que les gens qui ont les contacts ou qui ont le réseau, comme on dit, bah, c'est pas juste qu'ils ont le réseau parce qu'ils sont mieux que toi, c'est ils ont le réseau parce qu'ils ont fait 10 ou 15 ans dans l'industrie. Du, Mais ça du va pas coup, plaire à tout le monde. ouais, mais c'est anti démocratique, c'est anti en France, qu'on appelle ça l'égalité des chances et la liberté, égalité, fraternité, c'est anti république, ça, tu vois, genre c'est pas normal, alors que tout notre système, tu vois, même politique, il est au cœur de ça. C'est très dur d'arriver en politique si t'as pas fait l'ENA, si t'as pas répété les codes, si t'as pas eu tout un parcours, machin, etc. Même nous qui sommes pas dans ce parcours et qui votons, tu vois, on n'irait pas voter pour quelqu'un qui a pas eu un parcours politique. Et c'est Probablement. ça, du coup, moi, ce que j'aime bien dans ton explication, c'est que tu peux râler en disant, ouais, mais attends, pourquoi est-ce que moi et pas un autre? Ben, en fait, c'est juste une question comme tu dis, de confiance, de culture. En fait, si quelqu'un connaît ce game, connaît le marché, connaît des gens, eh ben, tu sais qu'il aura plus de chances d'aller à l'étape d'après. Parce que comme on en parlait tout à l'heure dans cet entonnoir, finalement, la problématique du mec qui va mettre... alors, le business angel, j'imagine que... J'ai l'impression en tout cas qu'ils n'ont pas ces problématiques-là. Ils sont plus dans de l'émotionnel, dans aider les entrepreneurs, etc. Mais dès que tu arrives sur un investisseur pro,
lui, il faut que, un, tu sois sur un marché en croissance. Deux, tu sois quelqu'un en qui il ait confiance. Et trois, qui se dise, il peut relever. Ah, absolument. Absolument. Un classique, alors je fais side note, mais pour les founders qui sont en train de faire leur pitch deck, là, parce que j'en ai parlé hier avec un autre founder, tu sais, tu as ta slide sur combien tu lèves. Et Ouais. tu dis, ouais, on veut lever 2 millions. OK. Et après, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? En général, on va embaucher 3 développeurs, on va investir toujours la même chose avec le petit 30% camembert. marketing, 50% Ouais, développeur. ça sert à rien, ça sert à rien de le mettre. Je leur dis, non, ce qu'il faut que tu mettes, c'est use of proceed, c'est on va atteindre tel chiffre d'affaires, tel niveau de croissance. Et Pour. le sous-texte derrière, c'est ces chiffres que tu mets, tu dis dans 18 mois on atteint ça, en fait, c'est des chiffres qui te permettent de lever ton prochain round. Comme ça, tu montres à l'investisseur de façon un peu subtile que tu as compris qu'en fait, si tu lèves maintenant, c'est parce que tu dois relever dans 18 mois et tu sais quels sont les chiffres que tu dois atteindre pour relever dans 18 mois. Et en fait, c'est la nuance entre quelqu'un qui comprend, comme tu dis, comprend le game et quelqu'un qui le comprend pas. Alors après, c'est pas secret, hein, ça s'apprend, mais il faut faire ses devoirs. Finalement, le meilleur moyen de lever une série A, c'est de s'imaginer que tu dois lever une série B et de comprendre où tu dois être pour lever cette série B. Et une fois que tu as compris ça, tu peux aller lever ta série A. Et exactement. Exactement. Et c'est ce que tu sais, je fais des webinars, how to raise, c'est ce que j'explique à chaque fois. Tu pars de là où tu dois être dans 18 mois et tu fais ton forecast, comme un labyrinthe. Tu pars de la fin, c'est plus facile, et tu reconstitues où est-ce que tu es aujourd'hui et quel est le chemin que tu dois faire. Et ça répond à combien tu dois lever, quel valo, quel niveau de croissance tu dois avoir, etc. On l'a beaucoup entendu dans ce podcast, notamment avec le GP d'un corporate venture capital de Soprasteria, qui lui aussi investit dans des fonds, tu vois. Et c'est vrai qu'il nous disait, c'est peut-être lui ou un autre, je commence à confondre maintenant les invités, Alors, mais trop de en tout cas, succès. de quoi? Trop de succès. Non, c'est juste beaucoup d'informations, tu vois. Mais c'est hyper intéressant, tu vois. Ce que tu viens de dire là, moi, je l'ai beaucoup répété, beaucoup entendu. Et là, maintenant, genre, tu sais, c'est le miroir qui se brise, tu vois, comme dans I Met Your Mother, tu vois. Je me dis, putain, mais en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Et du coup, je connais aucun entrepreneur, et j'ai vu aucun accélérateur de start-up aussi, te dire de faire ce cheminement inverse. Te dire, OK, on va démarrer par la fin. La fin, c'est quoi? La fin, c'est tu veux te revendre et toi, tu veux gagner, je sais pas, 20 millions dans ta poche. Donc, pour avoir 1 million dans ta poche, ça veut dire que à la fin, il te reste que 20%. L'État, il prend la moitié, donc ça veut dire 40 millions. Donc, ça veut dire que 20%, 40 millions x 5, ça fait 200 millions. Qui peut payer 200 millions dans ton secteur, machin? Ah, il y en a que Yes. 2. Ouais. Ah, machin. Et du coup, dès le début, tu peux dire, OK, ben, ma stratégie de levée de fonds, elle tient pas. Hmm. Et du Hmm. coup, je peux pas en fait. Hmm. Mais par contre, c'est là où, en le disant, tu vois, en te disant de faire cet exercice, je me rends compte de ma pauvreté intellectuelle sur ce sujet. Même moi qui m'y intéresse énormément depuis quelques temps, et je commence à comprendre des choses, tu vois, etc. Mais je pense même pas, moi, y arriver à le faire cet exercice, tu vois, là. Et du coup, je me rends compte qu'il y a tellement peu d'entrepreneurs que je me vois, moi, quand j'ai démarré Déclic, mais il y a 3 ans encore, quand j'étais encore dedans. Et du coup, c'est là où tu comprends l'élitisme, en fait. C'est là où je comprends mieux, tu vois, c'est cet élitisme. Je sais même pas si toi, aujourd'hui, tu te sentirais capable de faire tout ce chemin inverse jusqu'à l'exit. Tu penses que tu as acquis assez de compétences? Le faire en vrai, non. Le théoriser, avec du temps et Internet, oui. Mais je vais dire un truc, ça va te plaire. J'ai fait un post sur LinkedIn il y a peut-être 2-3 semaines qui est devenu viral, qui était justement là-dessus, sur comment tu pars de la fin et tu déconstruis la machine, mais en partant du point de vue du LP. Parce qu'il y a aussi un angle LP. Donc ton Ah oui, LP, qu'est-ce qu'il le mec veut? qui investit dans le fond. Eh ouais, parce que c'est de là que ça part. En fait, ta startup, c'est juste un produit financier, Oui, du point de vue LP. c'est une Donc le assurance vie. LP, eh ouais, le point de vue, le LP, il veut faire entre 3 et 6 fois, d'accord, selon la taille du fonds. Donc le fonds, sachant qu'il y a ta fameuse power law, donc tu sais qu'en fait, sur 10 investissements, il y en a 9 qui vont planter, il y en a un qui va tout rapporter. Donc ton investissement seed, il doit faire 100 fois, entre 30 et 100 fois, pour que tu puisses faire 3 à 6 fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il te faut pour que tu fasses 100 fois,
il faut que ta taille de marché elle soit d'au moins 1 milliard parce que tu vas investir, tu vas te faire diluer. Donc, enfin, j'avais fait toutes les maths. Hein. Donc, tu vas te retrouver avec. Il faut que tu aies une grande taille de marché, une croissance, etc. Et donc, il faut que tu ailles chercher. OK. Donc, s'il faut que je fasse 100 millions de chiffre d'affaires dans 7 à 10 ans, parce que c'est ça en fait. Il faut faire 100 millions de chiffre d'affaires dans 7 à 10 ans. Ça veut dire que il faut que tu aies soit 100 clients qui payent chacun 1 million par an, soit 1 million de clients qui 100 millions de payent clients qui payent 0. chacun 1 dollar par an. Tu vois. Donc, et là, tu arrives sur ton modèle. Donc, commercialement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois. Et tu peux comme ça vraiment partir de ce que le LP veut et arriver avec ce que toi, opérationnellement, startup, 2 étages en dessous, tu dois implémenter. Et c'est la nuance, effectivement. Et en fait, j'ai pas envie d'appeler ça de l'élitisme. Parce que élitisme, ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'aristocratie et que ça rejette. Non, n'importe qui peut apprendre ça. C'est ce que, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à OpenVC. On fait C'est de beaucoup de contenu l'élitisme de là-dessus. On fait connaissances. des webinars qui sont gratuits. Nos webinars sont gratuits. Hein. Et on communique tout le temps là-dessus. Après, il y a des gens qui me disent, j'ai des founders qui m'ont écrit en me disant, mais t'es malade. Moi, je suis un founder, j'ai pas à apprendre ça. Je les texto. Hein. Des mecs qui me disent, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est de développer ma startup. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc, soit tu peux m'aider à lever et tu m'expliques comment faire. Mec, très bien. Ben, tu sais, je sais même pas quoi dire dans ces cas-là. Mais si, ça c'est un bon débat, moi je trouve. En fait, c'est parce que ça révèle deux types d'entrepreneurs. Ceux qui ont envie d'être gérants de société Ouais, c'est vrai. et ceux qui ont envie d'être président, c'est-à-dire actionnaire et qui ont envie de. Et en fait, c'est rare, c'est les personnes qui arrivent à faire les deux en même temps. Et même souvent d'ailleurs, on le voit, dès que la boîte est grossie, le fondateur CEO, il prend un directeur général. Parce qu'il est plus en train de gérer une société, il est en train de créer un parcours capitalistique et en train de Absolument. s'attaquer au marché. Exactement. Il n'est pas en train de s'attaquer aux opérations. Donc en fait, les gens qui te disent ça, le meilleur conseil que tu as à leur donner, c'est de prendre un leveur de fonds et de trouver un président rapidement pour qu'il devienne directeur général de leur société. Parce que sinon, Ouais, sauf ils vont qu'en pas réussir. général, ceux qui me disent ça, ils sont pré-revenu, pré-product. Hein. Donc, Ouais, bon, là, c'est c'est bon. compliqué. Voilà, Si un mec- voilà. Mais voilà. Mais du coup, non, mais moi, mon conseil dans ce cas-là, c'est ne lève pas de fonds. T'as pas besoin d'être d'accord avec ça. Fais du no-code, bootstrap, comme nous on a fait avec OpenVC. Hein. Moi, sur OpenVC, j'ai toujours dit, je vois pas de vision à 100 millions de dollars par an sur notre modèle actuel. Donc, on lève pas de fonds dans ces conditions-là. Je sais que c'est pas un truc VC backable. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai cette lucidité, et j'essaie de partager cette lucidité avec les autres fondateurs. Voilà. Sachez quel jeu vous voulez jouer, connaissez les règles du jeu, allez-y en connaissance de cause. Il n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste un parcours différent. Et vous pouvez être très heureux et faire ce que vous voulez dans un sens ou dans l'autre. Mais, voilà. Mais si vous levez, vous rentrez dans une course, vous devenez un produit financier, vous êtes une ligne dans un Excel, voilà, avec un retour attendu. C'est ce que vous devenez. Exactement, faites preuve d'empathie. C'est pas parce que les gens ils ont de l'argent que ça veut dire qu'ils doivent le dépenser dans vous ou dans n'importe quoi. On arrive à la fin. Il va nous rester du temps pour peut-être un petit coup de gueule, même si jamais on en a pas mal passé. On a pas mal fait des coups de gueule sur les entrepreneurs. Je pense qu'on leur a donné beaucoup de conseils, mais en tout cas j'ai appris beaucoup de choses. C'était assez intéressant. Peut-être sur les investisseurs, plus côté France et Europe, qu'est-ce qui toi t'énerve? Même si jamais tu les aimes et tu veux qu'ils s'inscrivent sur OpenVC, on leur en fait à tous des gros bisous, mais je suis sûr qu'il y a des petits trucs qui te fatiguent. Ça m'énerve pas, mais c'est un petit truc qui serait facile à corriger et qui aiderait tout le monde. C'est d'être plus explicite dans ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que quand tu dis sur ton site web, nous investissons dans des équipes exceptionnelles qui travaillent sur des technologies disruptives qui adressent des grands marchés, tu vois, t'aides personne en fait, t'as rien dit. C'est juste du blabla. Tu vois, t'as une thèse, tu dis voilà, nous investissons dans SaaS, post-revenue, en Europe, des chèques de 500K à 2 millions, avec une préférence sur, tu vois, SaaS/fintech/sustainability, j'en sais rien. Mais en fait, j'aimerais bien qu'OpenVC soit inutile, mais les VC savent tellement pas communiquer qu'on est obligé de faire ça pour eux et de les aider avec des cases à cocher, tu vois. Voilà, ça serait sympa. Je t'ai déjà vu écrire un template là-dessus.
Je t'ai Ouais. déjà vu en parler et je suis d'accord. Je sais pas si tu connais l'histoire des vis. Les vis, Non, elles c'est sont quoi? normées. Genre, tu as M1, M2, Ouais. M3, des tailles, des longueurs, des pas de vis, etc. Avant ça, chaque vis était unique, c'était un bordel. Et D'accord. maintenant, ben, il y a une norme et du coup, et l'industrie automobile et tout ce que tu connais que tu as autour de toi, c'est en partie grâce à la visserie qui a été normée. On a dit, ben, D'accord. voilà le standard. Ça a mis du temps à se mettre d'accord entre les pays, mais et c'est un des rares standards qui est quasiment universel dans le monde. Ouais, c'est Et, vachement intéressant. Tu et vois, du moi, coup, j'aimerais bien qu'on arrive, on n'y est pas encore, hein, mais qu'on arrive à proposer un standard open source du deal flow. En disant, voilà, quand tu submits un deck ou quand tu as une startup, en fait, il y a un format de données qui est standardisé. Euh, ben, j'ai un Google Doc qui traîne là-dessus quelque part, mais peut-être euh, commencer par standardiser les tests d'investissement avec, tu vois, genre, quel marché, quelle taille de ticket, ouais. toute une, Mais c'est tu pas vois. simple, hein. C'est pas simple parce qu'en fait, le diable se cache dans les détails. Et bon, je te donne un exemple. Beaucoup d'investisseurs qui disent on investit first check, tu vois, ID stage. Oui, si tu as un track record exceptionnel et que tu as déjà fait une exit avant. Donc en fait, c'est souvent conditionnel, tu vois. Donc tu C'est peux, tout le temps mais il y a une conditionnel. complexité dans le. Pardon. C'est tout le temps conditionnel, en fait. Ouais, 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 c'est tout le temps conditionnel. Tu vois. Et puis aussi, si mon fonds n'a pas déployé trop de capital et que j'ai encore un petit peu de réserve là tout de suite, ou si un autre fonds a investi dans, tu vois, OpenAI, j'ai pas réussi à rentrer, donc du coup j'ai envie de rentrer dans Anthropic parce que j'ai envie d'avoir un play AI à montrer à mes LP. Donc il y a Ça, beaucoup de. ça serait une information qui vaut de l'or, ça, et je pense qu'en plus, tu peux les avoir facilement, de savoir quand est-ce qu'un fonds arrive à la fin et doit investir. C'est un peu comme, tu vois, genre, tu sais, tes critères, t'as tes critères Ouais. qui descendent. Et tu sais, Bah, d'avoir un curseur. alors ouais, alors on travaille sur deux choses. Là, on aura bientôt un filtre qui te permettra de voir quels sont les investisseurs qui ont investi récemment dans les 3, 6, 9 derniers mois. C'est-à-dire qui est vraiment actif en fait. Donc ça, c'est un premier truc. Et un deuxième truc qu'on va bientôt avoir, enfin qu'on regarde, c'est qu'en fait, si tu peux aller taper dans les sources officielles de quand est-ce qu'un fonds a été créé, tu peux en déduire quand est-ce que il arrive à terme, quoi. Et donc tu sais qu'un fonds entre année 3 et année 5, en fait, c'est là où il déploie le plus. Ok. Donc si tu sais, parce que tu as regardé, je sais pas, je sais pas, en France ou aux US, dans les ressources, puisque c'est public, tu vois, dans le truc de la SEC, tu vois les fonds qui ont été créés. C'est le fonds a été créé en 2020, mais c'est que 2023-2025 il est très actif, par exemple. Bon. Et toi, tu sais que c'est des Après, gens sur lesquels il faut que tu envoies peut-être potentiellement plus de leads parce justement, ils arrivent en fond et quand ils sont au début, ils sont peut-être plus exigeants et quand ils sont sur la fin, justement, ils ont un besoin parce que eux, ils vont venir vers toi dire, bah, écoute, Stéphane, nous, on a un besoin, il faut qu'on déploie cet argent, quoi. éventuellement, éventuellement. Après, à quel point ça pèse, je sais pas. À quel point il faut que tu t'auto-censures parce que le fond il est pas dans sa période de déploiement, je sais pas. Parce que, tu vois, tu peux avoir des très bons meetings avec des gars, ça investit pas, mais il te fait des intros. Ça investit pas, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, je suis pas non plus pour. Je pense pas qu'on puisse. Enfin, mais c'est là où l'humain revient dans la pièce par la fenêtre, tu vois. Tu peux pas complètement automatiser ça. Mais moi qui suis un product guy et qui aime bien le software, j'admets, je suis le premier à admettre que si tu te mets des critères trop stricts, tu risques de louper un petit peu la magie du hasard, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a encore une part d'inconnu, de mystère, quoi, de hasard, un peu de Eh chance. oui, eh oui. Merci beaucoup Stéphane pour ton temps, pour toutes tes explications. Merci à tous et à tous, à tous et à toutes, à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, Stéphane y répondra à toutes. J'irai les chercher personnellement. Posez-les en commentaire sur YouTube, sur les plateformes, sur LinkedIn, partout où vous voyez cet épisode ou un post, n'hésitez pas et on y répondra. Si jamais on a dit des bêtises, corrigez-moi, corrigez-nous s'il vous plaît. N'hésitez pas, on fera un gros mea culpa. Et puis je te remercie encore Stéphane. Merci Arnaud. Ciao tout le monde.